Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il est l'un des plus gros vendeurs du rap français depuis plus de 20 ans. On parle souvent de lui pour ses clashs, ses duels à distance avec des rappeurs concurrents comme Rof, Caris ou plus récemment Vald, et son nom revient régulièrement dans les pages faits divers. Mais son écriture est saluée, la revue littéraire NRF, la nouvelle revue française, avait même comparé son style à celui de l'écrivain Céline en 2003. Alors qui est vraiment Booba? Élément de réponse aujourd'hui dans Code Source avec deux journalistes du Parisien, Emmanuel Marolle, chef du service culture, et Éric Bureau, spécialiste musique. Emmanuel Marolle, décrivez-nous Booba, à la fois son rap et lui physiquement. C'est du rap de costaud fait par un costaud. C'est une armoire à glace. Booba, il fait 1m92, il est hyper musclé, il fait du sport, il fait de la musculation. Sa musique est un peu fidèle à lui-même, c'est-à-dire que c'est un rap qui est très dur. C'est une musique qui est faite avec une production assez minimaliste, électronique, et lui qui rappe des choses assez fortes, puissantes et effectivement hardcore. Tes négros n'ont pas d'oseille, dans la street tout se monnaie. Les vrais savants se connaissent, anti-S on se connaît. J'ai des gros bras, la charte à Popeye. Crache-moi dessus, je te lance une bouteille. Difficilement je trouve le sommeil, menton pointé vers le soleil. Éric Bureau, vous avez interviewé Booba le vendredi 15 juillet à La Rochelle, juste avant qu'il se produise dans le cadre du Festival des Francopholies. Il est comment en interview ? C'était la première fois que je le rencontrais et je m'attendais effectivement à un mec au combat qui bombe un peu le torse et tout, mais pas du tout. D'abord, il m'a vouvoyé, je l'ai vouvoyé aussi, parce qu'on ne se connaissait pas et qu'on a à peu près le même âge, enfin je suis un peu plus âgé que lui. Donc on s'est parlé de daron à daron et puis surtout, il est très doux. Il n'a pas 36 smartphones sur la table comme plein d'autres artistes en train de regarder si on lui répond ou pas. Non, il est là avec vous, concentré et concerné. Quelques heures après cette interview, Booba et un autre rappeur star, Vald, se sont clashés aux Francopholies. Confrontation à distance qui a bien failli dégénérer. Vous allez nous raconter ça à la fin de cet épisode. Mais d'abord, on va résumer son parcours. Avec vous également, Emmanuel Marolle. Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises. Booba a 45 ans. Il vit à Miami, pas très loin de la mère de ses deux enfants, Patricia Vinces, une maquilleuse d'origine vénézuélienne. Ensemble, ils ont eu une fille, Luna, en 2014, et un garçon, Omar, né l'année suivante. Lui-même est né le 9 décembre 1976 à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine. Son nom de naissance, c'est Eli Yafa. Emmanuel Marolle, qu'est-ce que l'on sait de son enfance ? Il a grandi à Meudon-la-Forêt, puis à Boulogne-Billancourt. Sa mère est française, elle s'appelle Lucie. Elle a été femme de ménage, elle a travaillé dans les bateaux-mouches, elle a été secrétaire. Et puis son père, qui s'appelle Sédou, lui est sénégalais et c'est un peu un artiste au sens large du terme. Il a été mannequin, il a été danseur, il a même été chanteur, puisqu'il a fait un 45 tours qu'on peut trouver sur Internet qui s'appelle Sexy Dance. Et Booba, il a grandi avec un frère et surtout sa mère, parce que son père était assez absent, ses parents se sont séparés quand il avait 10 ans, et c'est sa mère vraiment qui a porté le cercle familial avec ses deux fils, et il dit lui-même « ma mère c'est Jésus-Christ ». Donc il voue un culte absolu à sa maman qui aujourd'hui a des parts dans sa société et est rentière, comme il dit. Booba dit avoir été souvent victime de racisme pendant son enfance et avoir entendu des propos racistes, y compris dans sa propre famille, du côté de sa mère. Booba est métis, comme son frère aîné. Quand il est petit, il racontera souvent après qu'à la table de la famille, son grand-père maternel, qui est d'origine mosellane, a des propos racistes. Avec son frère, évidemment, à l'école, c'est le même souci. Il va avoir un électrochoc quand il va partir avec sa maman à l'âge de 10 ans pour la première fois au Sénégal, à l'île de Gorée, qui est un des berceaux de l'esclavage. Les esclaves partaient de là-bas pour partir aux États-Unis. Et donc voilà, ça développe chez lui une rage. En 1991, quand il a 15 ans, le jeune Eli Yafa part aux États-Unis pendant plusieurs mois dans le cadre d'un séjour linguistique et ça va le marquer.
Oui, il fait un échange linguistique à Détroit et c'est une forme de déclic pour lui parce que il va découvrir le combat des Noirs et des Afro-Américains, la façon dont ils ont réussi à exister dans ce pays. Et puis il va aussi découvrir le gangsta rap, qui est donc littéralement le rap de gangster, qui a des stars de cette musique à cette époque-là, au moment où il vient à Détroit, des gens comme Tupac, des gens comme NWA, et qui sont en train de faire de cette musique l'une des plus importantes aux États-Unis. Éric Bureau, Eliafa décroche un BEP vente dans un lycée de Meudon-la-Forêt et un jour, il débute un stage dans un Monoprix de la région. Oui, c'est son seul diplôme qu'il a décroché à 16 ans. Et effectivement, à la fin de son année, il fait un stage au Monoprix de Villejuif. Donc on le met dans le rayon des confitures. Et là, il se dit, mais c'est pas possible, quoi, je vais pas faire ça toute ma vie. Et en fait, il s'enfuit dans la journée et il met fin à son stage très vite. Toujours en 1996, un jour, Eliafa braque un taxi. Oui, c'est un peu sur un coup de tête en fait. Il a 20 ans, il est avec un de ses potes qui a besoin d'argent et il décide comme ça d'agresser un chauffeur de taxi pour lui voler sa voiture. Ça se passe très mal, ils sont armés, ils frappent le chauffeur de taxi à coups de crosse et ils sont interpellés et il prend 18 mois de prison. Il débute le rap via la danse avec le surnom de Tic Tac. Il danse pour un groupe, mais ensuite, un ami va le convaincre de rapper lui-même. On dit que la vie des jeunes de la rue est triste, mais qui tu blâmes? J'ai pas besoin de tes larmes et le drame. Depuis le CP, les billes, je sais que c'est niqué, donc je fais mon billet. Si je dois te briser pour briller, hors de portée mort, de rire sans remords. Quand j'écoute les menaces de mort des forces de l'ordre. Et c'est donc avec Lunatic qu'il devient Booba. Comment il choisit son nom de scène? Il le choisit pour deux raisons. D'abord, quand il est parti au Sénégal la première fois, il a rencontré un cousin qui s'appelait Ali Bouba. Il a gardé beaucoup de contacts avec lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans son éducation. Il a repensé à lui au moment de prendre un nom d'artiste. Et puis aussi, c'est une référence au personnage de Booba, le petit ourson que chantait Chantal Goya. Un petit ourson qui avait perdu sa maman, qui était visé par des chasseurs. Enfin voilà, il a aussi ce sentiment d'oppression et justement de vouloir défendre une espèce de partie de la société qui est opprimée par une autre. Pas le temps pour les regrets, les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. Pas le temps pour les regrets, les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. Après Lunatic, Booba se lance en solo. Son premier album sort en janvier 2002, Emmanuel Marolles, album intitulé Temps mort. Mon frère, je voulais la gloire. J'ai eu la guerre, je l'ai faite, y'en aura d'autres, c'est la merde. C'est vraiment un disque fondateur. Il y a cette façon de construire un morceau avec des productions très sobres, très sèches. Et cette écriture qui est très impressionnante, qui virevolte, qui est assez virtuose. Il y a 2-3 chansons de l'album qui sont aujourd'hui vraiment non seulement des classiques de Booba, mais des classiques du rap français. Il y a Le bitume avec une plume, qui est quelque chose qui a été beaucoup cité comme expression pour résumer ce que Booba pouvait être en tant qu'artiste. Mon stylo dans la terre, je t'aurai sans rançon, sans rancune, tu le bitumes avec une plume. Je retrace la guerre dans mes morceaux. Si je me fais canner, pas besoin d'en faire une chanson. Mon stylo dans la mer, vers le cap sud. Je te résume, je suis le bitume avec une chemin. Il y a une chanson qui s'appelle Ma définition, qui est une chanson très mélancolique et très introspective, comme il a pu en faire après. Et puis il y a eu un petit tube avec Keina Samet, qui était une chanteuse de R&B de l'époque, qui marchait plutôt pas mal, qui s'appelle Ma destinée et qui a un petit peu tourné. Et à l'arrivée, l'album se vend à près de 150 000 exemplaires, ce qui est plutôt pas mal pour un disque qui est pas si facile d'accès que ça. Booba sort un deuxième album en 2004, Panthéon, puis un troisième 2 ans plus tard en 2006, West Side, dont plusieurs titres cartonnent, Boulby. Bordel, quand on rentre sur la piste, on est venu teaser, claquer du pif. Boulby en référence à la ville où il a grandi, Boulogne-Billancourt, et un autre morceau très remarqué, c'est Pitbull. C'est un des chefs-d'œuvre de Booba et c'est là aussi un classique de son répertoire. Ça a d'autant plus marqué les esprits que la production et la mélodie de cette chanson étaient assez inattendues puisqu'elle est construite autour de la petite mélodie de piano de Renaud et de la chanson Mistral Gagnon.
Il y a quelque chose comme ça de très personnel, d'une façon de plonger dans des souvenirs d'enfance, comme Mistral gagnant pouvait l'être pour Renaud. Et voilà, il dit des choses comme « Tout commence dans la cour de récréation, Malabar, Chocobéenne, Salle Noire ». Donc c'était une façon de montrer comment, quand il était gamin, il a pu être victime de racistes en tant que métis. Venu extraire Excalibur de son oncle, mon 645, je suis le pitch avec une plume. Tout commence dans la cour de récréation. Malabar, Chocobéenne, Salle Noire, ma génération. Enfant seul, sans problème, sauf à la maison. J'ai pris la vie par derrière sans me poser de questions. J'aime une femme, elle m'a donné le sein, m'a appris à me tenir, à différencier l'homme et le chien. Cet album, West Side, sort le lundi 13 février 2016. 2 jours plus tôt, le samedi 11 février, la mère et le frère de Booba sont enlevés et séquestrés pendant plus de 24 heures, mais les 2 malfaiteurs sont arrêtés. Quand ils sont interpellés et quand ils sont jugés, ils racontent qu'ils voulaient de l'argent et qu'ils se sont rendus compte que Booba marchait bien et qu'ils savaient où il habitait. Alors ils ont cherché son nom, son vrai nom sur Internet, ils ont réussi à trouver son adresse, ils sont arrivés, ils pensaient tomber sur lui, ils sont tombés sur sa mère et son frère et donc ils les ont embarqués. Et puis après ils ont demandé une rançon et ils se sont fait avoir un peu comme des bleus, entre guillemets, en tombant dans un guet-apens, dans un hôtel à Meudon qui avait été tendu par la police. Booba est le rappeur le plus en vue. Toujours en 2006, il est démarché par l'émission de télécrochet de TF1, la Star Academy. Oui, la Star Academy, à l'époque, c'est aussi l'émission la plus en vue. Ils ont invité des rappeurs américains, mais jamais de rappeurs français. Il sait que ça va avoir un effet boost sur ses ventes et que ça va le présenter à un public populaire qui ne le connaît pas encore. Il y va de manière très professionnelle, il passe beaucoup de temps avec les élèves de la Starac. D'ailleurs, il fera un duo avec une des élèves qui se passera très bien. Si, petit mec, et 2 OBA, faites du bruit, la Star Academy. Et quand il repart, tout le monde pousse un soupir de soulagement, mais en fait, lui, il dit mais c'était normal que ça se passe très bien. En 2008, le samedi 4 octobre, pendant un grand concert collectif de rap au Stade de France, Urban Peace, Booba est insulté par des fans du rappeur concurrent Rof. Il y a près de 70 000 personnes qui sont dans le stade. Et une fois qu'il est sur scène au Stade de France, il voit et il entend des fans de Rof au premier rang qui lui lancent des choses, etc. Et il est sur scène avec une bouteille de whisky. Si, vous voulez une bouteille de Jack dans la tête ou quoi? Si. Enfant de putain, va. Il jette la bouteille de whisky dans le public et il s'en va. En coulisses, c'est un peu la panique. Les 2 équipes de Booba et Rof commencent à se battre aussi. Et quelque part, ça a vraiment terni ce grand rassemblement qui voulait montrer que le rap en France était en train de devenir une musique majeure. Son 4e album, 0.9, sort quelques semaines plus tard. Le disque se vend moins bien que les autres, mais il comporte une nouveauté technique, l'autotune. Oui, l'autotune, à l'époque, c'est pas du tout utilisé en France. Ça commence à l'être aux États-Unis. Et c'est une façon de trafiquer les voix. Ça donne une voix un petit peu linéaire, robotique. On rentre dans la boîte. Tu cherches ma tasse, c'est ça lui a le plus de jack. Et donc Booba est le premier à utiliser ça dans un album. Sur le coup, les gens se disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ça marchera jamais ou presque. Et en fait, on se rend compte au bout d'un certain temps que tous les rappeurs se mettent à utiliser cette technologie. On fait un saut dans le temps de 5 ans. En 2013, Booba et un autre rappeur, La Fouine, se clashent, se défient à distance. Et en février, cette année-là, le lundi 4 février, La Fouine est pris pour cible. Il rentre d'une soirée et en fait au moment où il sort de la voiture, il y a un type cagoulé et armé qui tire sur la voiture. Lui n'est pas blessé mais c'est extrêmement inquiétant et ça a lieu dans un contexte un petit peu particulier, assez tendu avec Booba. Les 2 rappeurs se clashent comme on dit, c'est-à-dire qu'ils se lancent des insultes, des invectives par chanson ou par clip interposé sur YouTube. Par exemple, La Fouine avait défié Booba en mettant en ligne une chanson qui s'appelait TLT, littéralement Ta la tremblote, et quelques heures plus tard, Booba lui répondait avec un TLT qui voulait dire tuez-les tous.
Il n'a jamais été prouvé qu'il y avait un lien entre ces deux histoires, mais forcément, le grand public fait le lien entre les deux dans un contexte où les rappeurs en général se clashent énormément à cette époque. En 2014, le lundi 21 avril, Booba clash le rappeur Rof et ce dernier réagit très mal. Rof et quelques amis passent devant la boutique Uncut, qui est la marque de vêtements de Booba, au cœur de Paris. Ils entrent dans la boutique et là, ils tabassent les deux vendeurs, dont un qui est grièvement blessé, qui va faire plusieurs heures de coma. Et il y a une vidéo surveillance dans la boutique qui filme cette scène et très vite, Rof et ses amis sont identifiés. Et Rof, d'ailleurs, va se présenter à la police assez rapidement. Et le rappeur Rof a été condamné à 5 ans de prison. Éric Bureau, on parle du magasin de vêtements de Booba. Il faut dire qu'à ce moment-là, il est devenu un véritable chef d'entreprise ? Oui, dès le départ, en fait, dès 2004, il a créé son label. Alors ce label, ça lui permet de signer pas mal de nouveaux artistes, dont Damso, d'ailleurs, à ses tout débuts. Il a sa marque de vêtements, donc Uncut, qui lui rapportera quand même 58 millions de chiffre d'affaires par an, ce qui est énorme. Il est aussi à l'époque qualifié d'homme d'affaires de l'année par le magazine GQ. Donc voilà, énormément de cordes à son arc pour développer son business pour après la musique. Emmanuel Marolle, en avril 2015, dans l'un des titres de son 7e album qui vient de sortir, Duc, vous relevez une punchline, une phrase qui peut choquer. On demande à avoir l'intégralité de l'album de Booba avant de l'interviewer et dans une chanson, je relève une phrase qui fait référence à l'attentat de Charlie Hebdo qui a eu lieu quelques mois auparavant et qui dit « Ai-je une gueule à m'appeler Charlie ? Réponds-moi franchement, t'as mal parlé, tu t'es fait plomber, c'est ça la rue, c'est ça les tranchées. » On parle de cette punchline dans l'interview et comme on le demandait aux personnalités qu'on rencontrait à ce moment-là, je lui dis « Est-ce que toi tu fais partie des gens qui sont Charlie ?» Il me dit « J'étais ni Charlie ni pas Charlie. Je comprends l'indignation des gens après l'attentat, mais je comprends aussi l'indignation de certains musulmans qui se sont sentis insultés par un journal, même si je ne cautionne pas un tel attentat. » Et il continue à développer cette idée-là et je lui dis « Mais quand même, la liberté d'expression, ça a du sens pour toi avec tout ce que tu dis. » Il me dit « Oui, mais si tu me dis t'es un con, tu vas te prendre une claque et quelque part tu l'auras mérité. Et quand on joue avec le feu, on se brûle. » Et il a redit ça aussi en vidéo, parce qu'on a fait une interview vidéo. Moi, je comprends aussi bien les « je suis Charlie » que les « je ne suis pas Charlie ». Dans la vie, il faut assumer ses choix. Si tu habites en Australie, au bord d'une plage infestée de requins blancs, et qu'on te le dit, et que tu le sais, et que tu continues à te baigner tous les jours, le jour où tu te fais croquer par un requin blanc, il faut assumer. C'était une déclaration quand même extrêmement ambiguë et qui a choqué énormément de monde, les politiques, les médias et évidemment l'équipe de Charlie Hebdo. On fait un saut dans le temps de 3 ans. En 2018, en plein cœur de l'été, le 1er août, à l'aéroport d'Orly, près de Paris, Booba croise le chemin d'un rappeur concurrent, Caris. Ils partent tous les deux en Espagne pour des concerts et ça dégénère. Caris et Booba se cherchent depuis un moment, alors qu'ils ont été très très amis d'ailleurs. Ils ont même fait une chanson qui est un classique du répertoire de Booba qui s'appelle Kalash. Ils ont commencé à se clasher, à se chercher et c'était vraiment « non mais si je te croise, tu vas t'en prendre une », etc. etc. Et il se trouve que ce jour-là, à Orly, ils se croisent et donc ça dégénère en bagarre. Tout le monde filme ça et donc ce pugilat, parce qu'il casse plein de choses dans une boutique, il y en a pour 45 000 € de dégâts, quelque chose comme ça, fait le tour des réseaux sociaux et évidemment ils sont interpellés et ils sont incarcérés pendant quelques jours, chacun de leur côté. Booba et Caris sont tous les deux condamnés le 9 octobre par le tribunal de grande instance de Créteil dans le Val-de-Marne, 18 mois de prison avec sursis et 50 000 € d'amende. Août 2019, à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, le tournage d'un clip de Booba est pris pour cible. Oui, ça se passe dans une zone industrielle d'Aulnay-sous-Bois. Il est autour de minuit. Booba est déjà parti du tournage. Et 5 voitures déboulent, une dizaine de personnes en sortent. Ils sont armés de battes de baseball et d'armes de poing. Ça tire. Il y a 3 blessés, dont un plus grièvement aux jambes. Il reçoit 4 impacts. Booba fera une vidéo dans laquelle il accusera Caris d'avoir voulu mener une espèce d'action de revanche et une enquête va être ouverte évidemment. Elle va aboutir à un non-lieu et ils ne retrouveront jamais les commanditaires ni les agresseurs.
Éric Bureau, Booba dit tout ce qu'il pense, quitte à surprendre ou à choquer ses fans. Cette année, en 2022, pendant la campagne présidentielle, le samedi 2 avril, sur Twitter, il félicite le candidat Éric Zemmour pour l'une de ses prises de position sur l'éducation nationale. Oui, Éric Zemmour, dans une vidéo, accuse les associations LGBT, les associations aussi antiracistes de venir dans les écoles pour demander aux enfants de 8 ans s'ils se sentent bien dans la peau d'un petit garçon ou d'une petite fille. Et Booba, toujours sur les réseaux sociaux, réagit en disant « Vous avez raison, c'est un juste combat. Il ne faut pas entraîner les enfants sur ce pan-là de l'identité des enfants, qui sont soit des petits garçons, soit des petites filles. » Quand on lui pose la question, il nous dit avoir toujours combattu les idées de Zemmour, combattu le racisme, et il n'a jamais voté de sa vie. Depuis plusieurs mois, Booba s'attaque sur ses réseaux à une communicante devenue agent de nombreux influenceurs et influenceuses, une certaine Magali Berda, 40 ans. Éric Bureau, à La Rochelle, pendant l'interview qu'il vous a accordée, vous lui avez demandé pourquoi il s'en prend à Magali Berda. Qu'est-ce qu'il lui reproche en résumé ? Ce qu'il lui reproche, c'est elle, avec les nombreux influenceurs dont elle s'occupe, en fait d'arnaquer les gens, de leur vendre des produits qui en fait sont achetés sur des sites en Chine à très bas prix et des produits qui ne sont pas de bonne qualité, et de les revendre à prix d'or en leur faisant croire que c'est du haut de gamme. Pour lui, c'est un combat qui est beaucoup plus important que de clasher d'autres rappeurs. Pour lui, c'est un jeu, ça, le clash avec les autres rappeurs. Alors que là, il prend cette croisade très au sérieux parce qu'il dit que beaucoup de gens sont arnaqués de beaucoup d'argent. Il est vraiment entré en guerre contre ces influenceurs ? Oui, il est entré en guerre le jour où il s'est aperçu, en tout cas c'est ce qu'il dit, que des espions sont allés chez lui à Miami pour fouiller dans ses poubelles, au pied de chez lui. Il a retrouvé quelqu'un qui se faisait passer pour un clochard. Il a retrouvé un tracker GPS sous sa voiture. Il a aujourd'hui une protection d'un homme armé avec lui. Donc il dit que ce jour-là, il a eu peur et il a estimé que ces gens étaient suffisamment dangereux pour que, effectivement, il aille au bout de cette guerre et de son combat. On en revient aux Francopholies de La Rochelle le vendredi 15 juillet. Booba est programmé en fin de soirée, après le rappeur de 30 ans, originaire de Seine-Saint-Denis, Vald, et les deux hommes échangent des tweets moqueurs avant cette soirée. Oui, en fait, tout a commencé le jour de la sortie de l'album de Vald, où Vald a annoncé 60 000 albums vendus, et ça a énervé Booba, qui a estimé que c'était pas possible, que c'était une arnaque, qu'il trichait. Et donc depuis ce jour-là, il n'arrête pas de l'asticoter en fait. Il a accusé le père de Vald d'être raciste, enfin voilà. Et donc à l'approche de ce concert où ils sont tous les deux le même jour sur la même scène à 3 heures d'intervalle, on sent que la tension monte. Au final, Vald arrive sur scène le premier, accompagné d'une 50aine de molosses, de gros bras qui sont là, pas pour l'accompagner et faire des chœurs, mais plutôt pour en découdre. Booba va réagir encore une fois en se moquant de lui. Vald fait son concert et ensuite il bloque l'entrée en scène de Booba. Vald lui envoie une première vidéo, comme c'est son jour d'anniversaire, en lui disant « Je t'attends ». Il est sur un transat derrière la scène et Booba se dit « Si on se croise, en fait, il va y avoir une bagarre, c'est pas possible ». Donc en fait, il y a tout un moment qui va durer très longtemps, où à l'arrière de la grande scène, Vald et ses amis attendent Booba. Booba, nous aussi, on l'attend, personne ne sait ce qui va se passer, il n'arrive pas. On voit arriver les organisateurs du festival qui sont suivis par des vannes et par des policiers, des CRS, qui vont prendre position justement entre Vald et ses copains et l'arrière de la scène pour créer un cordon de sécurité pour que Booba et son équipe puissent passer. Et Booba attend le feu vert des organisateurs du festival qui intervient 1h15 après son entrée en scène prévue. Qu'est-ce qu'il dit quand il arrive enfin face au public des Francopholies ? Il va dire ouais, Valentin, donc Vald, il n'était pas content, il n'a pas voulu qu'on chante. Là, Valentin, il n'était pas content, il voulait pas qu'on chante. Et il a pris 50 Renois au Fitness Park. Il a loué 50 Renois, il a pris au Fitness Park. Là, c'est bloqué la scène. Ça dit tout de Booba et de sa façon de tourner les choses en sa faveur.
Emmanuel Marolles. Aujourd'hui, Booba a 45 ans, il est devenu père, on l'a dit, il a publié 10 albums, il approche les 30 ans de carrière, il remplit le Stade de France maintenant, en ce début septembre, et pourtant on dirait qu'il ne sera jamais apaisé. Oui, c'est toujours quelqu'un qui est dans la compétition, qui est dans le clash, qui est dans le combat. Alors il va au contact de ses adversaires dans le milieu du hip-hop, il va au contact des influenceurs contre lesquels il est parti en guerre. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il veut toujours montrer qu'il est là, qu'il faut un gagnant et un perdant et que ce sera lui le gagnant. Le fait qu'il fasse le Stade de France, par exemple, c'est vraiment une forme de victoire et il le dit lui-même, c'est complet depuis des mois et il l'a rempli sans l'aide des médias, c'est-à-dire sans partenaires type TF1 ou Skyrock avec qui les relations sont compliquées. Donc il a un côté seul contre tous, Booba, et qui lui va assez bien et qui cultive et je pense qu'il est bien comme ça. Éric Bureau, on le disait au début de ce podcast, enfant, Booba n'a pas beaucoup connu son père. Est-ce qu'aujourd'hui il s'est réconcilié avec lui ? Booba, il vit à Miami. Son papa, il est parti au moment de la retraite s'installer au Sénégal. Et donc, il me dit que ça ne l'intéresse pas, en fait, d'avoir un grand-père qui soit comme le père qu'il a été pour lui, c'est-à-dire absent. Lui n'a pas essayé, en tout cas, de recoller les morceaux entre eux. Ça ne l'intéresse pas. Il est passé à autre chose. C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. J'ai maillé déjà, j'ai pas baillé, fait des dégâts. Tyson Gribord de bombardier, je vais te casser le dos, pas te marier. Me tiens par la main, ça va parler. J'ai déjà le ballon baissé sur le palier. Merci à Emmanuel Marolles et Éric Bureau. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Et n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, @codesource, ou nous écrire codesource@leparisien.fr. C'est moi je quitte le quartier. J'ai maillé déjà. J'ai bataillé, fait des dégâts. Je n'entends pas toutes ces hyènes. Je suis pas un plat de thieboudienne. Je suis pirate donc loup de mer. Je peux te montrer les crocs.